Sur la conduite du changement, sur les transformations. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, je vous invite à utiliser le chat. Allô, allô, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez mettre un message dans le chat pour me le confirmer? OK. Bien, alors d'où est-ce que vous êtes? Moi, ce matin, je suis à Biscarrosse, dans les Landes. D'habitude, je suis plutôt en Normandie. D'où est-ce que vous êtes connectés? Bonjour Aurélie, bonjour Avélina, Christelle, Christian, Franck, Gauthier, Gisèle, Hervé, Isabelle, Laurent, Mike, Olivier, Pascal, Philippe, Pascal, Valérie, Virginie. Alors, je vois toujours rien dans le chat. Je vois toujours rien dans le chat. Est-ce que vous êtes bien connectés? Est-ce que vous m'entendez correctement? Philippe, il y a bien des messages dans le chat. Ah, Heu, il est sur votre droite, vous le voyez pas? Juste en dessous de là où il y a la marqué les participants? non, non, je les vois pas apparaître. Mince, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est embêtant parce que j'ai quand même besoin de voir les visualiser les Ouais, résultats. Je vais essayer de me mettre sur mon téléphone. ouais, c'est très bizarre parce que moi je les vois bien. Alors, heu, Hop, chat. Ça y est, c'est bon. super. J'y suis, j'y suis. Bon, ben, écoutez, on est en live, hein. Donc Savoie, Belfort, Nice, Orléans. Super, c'est bon, ça marche. Eh bien, écoutez, donc ravi de vous retrouver ce matin. Cette conférence s'inscrit dans le cadre de 5-6 conférences que je fais sur la conduite du changement. Alors, pourquoi je fais ça? Moi, j'ai des convictions assez fortes que je partage avec un certain nombre de professionnels des transformations et en fait, on en a un peu assez que les transformations se passent mal. Donc, on a essayé de poser un petit peu les piliers qui nous paraissaient essentiels à respecter pour que les transformations se passent correctement. Et donc là, vous avez les 5 piliers clés qu'on cherche à activer quand on mène des transformations. La conduite du changement est le pilier numéro 3, hein, l'utilisation du questionnement tout au long des projets. Alors c'est réducteur évidemment parce que la conduite du changement, c'est un petit peu plus que ça. Si vous voulez en savoir plus, il y a un mini site ethicaltransformations.org et puis on a un groupe privé LinkedIn Ethical Transformations. N'hésitez pas à revenir vers moi également si vous voulez en savoir plus. Aujourd'hui, on va parler de la conduite du changement. Finalement, mais qu'est-ce que c'est la conduite du changement? Tout le monde en parle, tout le monde en fait ou dit en faire, mais on va voir qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça apporte. Pourquoi? Parce que le challenge qu'on a et que vous avez pour beaucoup d'entre vous, c'est de la saturation. Il y a de la saturation dans les équipes projets, il y a de la saturation parce que les équipes opérationnelles, sont chargées, voire, surchargées. Donc c'est un terme que moi j'entends de plus en plus, cette notion de saturation et dès qu'on parle de faire de la conduite du changement et ben, le réflexe, c'est souvent de dire: «Mais ouais, mais attendez, vous êtes gentil, mais faire de la conduite du changement, on n'a déjà pas le temps, mais on va pas en plus faire de la conduite du changement». Donc c'est important de poser certains éléments, qu'est-ce que va apporter la conduite du changement? Et est-ce que c'est véritablement en mesure de faire, gagner du temps et de faire des économies, et de gagner en efficacité sur les projets? On va, tenter de répondre à cette question pendant 40 minutes. Donc je vous invite à utiliser le chat pour poser vos questions. J'ai mon téléphone dans la main et donc je vais essayer de suivre un petit peu,
en même temps les questions qui peuvent arriver. Alors, on va commencer par regarder un petit peu, qu'est-ce que la conduite du changement? Pourquoi et pourquoi? Et c'est très, très, très important d'aborder le sujet de quels bénéfices attend-on ou quels bénéfices peut-on espérer de la conduite du changement? Et puis je vous parlerai d'un business case sur la mise en place de SAP. Les ERP, c'est un sujet qui est assez récurrent pour beaucoup d'organisations et c'est un enjeu extrêmement fort de conduite du changement. Parce que c'est un projet, technique, ça c'est sûr, mais le retour sur investissement et l'efficacité des CERP dépend énormément de la capacité des populations impactées à utiliser correctement, cette ERP. Ensuite, moi je vous ferai quelques recos pour démarrer la conduite du changement et puis évidemment, alors vos questions, ça peut être à la fin, mais moi je vous invite à les poser un petit peu au fur et à mesure. Je tâcherai autant que possible d'y répondre, au fur et à mesure. Alors, conduite du changement, pourquoi? Pourquoi? Un constat qui est, immuable, et que je partage assez souvent, en fait, parce que c'est une vraie réalité. Quand il s'agit de faire changer les autres, j'ai d'ailleurs souvent des dirigeants qui me disent: «Ah ouais, moi je voudrais que mon codir il fasse ça, moi je voudrais que mes populations elles fassent ça». Et la première question que je lui pose: «Mais OK, mais qu'est-ce que vous changez, pour être modélisant par rapport à ce que vous attendez d'eux?» Et ça, c'est extrêmement important. Alors pourquoi le changement est compliqué? Pourquoi le changement est compliqué? Ce qui est important de comprendre, en fait, c'est que l'être humain n'est pas fait pour changer. Heu, L'être humain nous avons comme instinct la préservation et la préservation, elle vient surtout avec des habitudes et en fait, ce pourquoi on a des habitudes, aller au bureau, nettoyer sa boîte mail ou répondre aux demandes habituelles et ben, nous prend peu d'énergie. Nous prend peu d'énergie justement parce que, c'est intuitif, parce qu'on a appris à le faire, parce que, c'est ancré et parfois on n'a même pas conscience qu'on fait les choses parce que, c'est une habitude et donc ça prend peu d'énergie et quand on change, en fait, ça fait appel à d'autres leviers et ça peut être un changement de RP, un changement d'organe, un déménagement, peu importe. Mais on doit apprendre quelque chose de nouveau, on doit expérimenter quelque chose de nouveau et évidemment, c'est plus difficile et ça demande plus d'énergie et si vous voulez un petit exercice, c'est très symptomatique pour illustrer cela, bah, votre signature, si vous êtes droitier, vous faites votre signature, c'est facile, c'est efficace et c'est rapide. Et ben, vous changez de main. Donc, si vous êtes droitier, vous faites de la main gauche et vous verrez, bah, ce sera plus difficile. Ça va vous prendre un petit peu plus de temps et puis le résultat sera moins bon. Voilà. Donc, il y a une phase d'apprentissage qui demande de l'énergie. Et donc, quand on attend des personnes, des collaborateurs, des changements, eh ben, il y a besoin d'accompagner, il y a besoin de donner du sens, il y a besoin de passer par un certain nombre d'étapes. Et c'est encore plus vrai quand dans une organisation, il y a 5, 10 changements, 15 changements, 20 changements dans l'année. Voilà, moi j'ai déjà vu des organisations où au même moment, il y avait une quinzaine de changements, en parallèle et c'est sûr que c'est compliqué pour les collaborateurs d'avoir des repères et nous avons besoin de repères et un des rôles de la conduite du changement, c'est de donner des repères. Alors voilà, ça pour vous donner une vision de fond sur pourquoi c'est difficile de changer et donc pourquoi il y a besoin de conduite du changement et je voudrais aussi, souligner, et je vous pose cette question: quel est le pourcentage de la réussite des projets qui dépend de l'adoption, des personnes? À votre avis, voilà, selon quels que soient les projets que vous avez, logiquement, on devrait avoir des pourcentages, relativement similaires. Quel pourcentage de la réussite des projets dépend de la capacité des personnes à changer? 75 pour Olivier, 95, 100%, 90, 95, 80. Ouais, exactement. Voilà. Donc c'est ça que je veux mettre en avant, en fait, c'est qu'il est très, très rare d'avoir des projets qui ne dépendent pas de l'adoption parce que ce soit un changement d'organe, un changement de SI, quel que soit le sujet, l'enjeu stratégique, il y a une partie technique, mais le principal enjeu stratégique, il est sur l'adoption. Si les gens ne sont pas tous embarqués, s'ils n'utilisent pas correctement, nous n'aurons pas le ROI. Donc, l'attention sur l'adoption est un enjeu stratégique, hein. Là, on est,
voilà, grosso modo, la fourchette, c'est entre 75 et 100%. Et effectivement, sur la totalité ou quasi-totalité des projets, on est sur ce type de pourcentage. Donc, on ne va pas mettre ce pourcentage sur le budget projet. Hein. Quand il s'agit d'acheter un ERP, il y a des coûts qui sont très significatifs. Mais en tout cas, il est important dès le démarrage de dire, ben voilà, on a un projet qui dépend essentiellement d'adoption. Nous avons absolument besoin de mettre des ressources pour travailler cette adoption. Alors, on a quelques chiffres qui existent, qu'on va voir juste après. Là, vous avez une courbe en fait qui illustre bien le ROI, le retour sur investissement de la conduite du changement. En fait, avec la conduite du changement, on va chercher à faire adhérer plus rapidement. On va chercher à embarquer plus rapidement. On va chercher à installer plus rapidement les changements avec le niveau de résultat attendu. Et donc, on a une courbe rouge avec la conduite du changement, une courbe bleue sans la conduite du changement, évidemment. Si on n'accompagne pas, si on ne prend pas le temps d'expliquer, potentiellement, même cette courbe bleue, elle est plutôt optimiste, puisque dans certains cas, il peut même y avoir un échec du projet, tout simplement parce qu'il y a une proportion trop importante de gens qui n'ont pas basculé et qui n'adoptent pas la nouvelle solution. Donc, on a véritablement un ROI. Donc là, je vous le présente de manière graphique. On a également un certain nombre de chiffres et que vous pouvez vérifier si vous allez sur Internet. Donc là, selon McKinsey, c'est 74% des projets qui n'atteignent pas leurs objectifs. Si vous regardez également chez ProSci, c'est 6 fois plus de chances d'atteindre les objectifs projets en utilisant la conduite du changement. C'est quand même 6 fois plus de chances, ce qui est considérable. Et pour les sponsors ou les exécutifs, vous direz, ben oui, mais on a des délais à respecter. Si on rajoute de la conduite du changement, ça va encore rallonger. Bah, oui, mais non. Oui, mais non, parce que les études montrent bien qu'on a presque 70% de chances de respecter les délais en utilisant la conduite du changement. 70% de chances. Et à ceux qui vous diraient, ah mais oui, mais ça coûte cher, ça va être des coûts supplémentaires. Oui, mais les études montrent qu'on a 80% presque de chances de respecter les budgets avec la conduite du changement. Donc, quand vous avez un investissement significatif ou quand vous avez un projet stratégique, vous avez moyen de dire à votre sponsor ou à vos exécutives, attention, si on n'utilise pas la conduite du changement, on met en risque notre projet, et ça, toutes les études le montrent. Alors, si on l'utilise, on va le sécuriser, ou en tout cas optimiser les chances de sécuriser les budgets et également les délais. Alors, 3 objectifs clés à la conduite du changement. Le premier, on vient de l'évoquer, c'est la vitesse d'adoption. Évidemment, plus on va vite, et il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, mais plus on va vite, plus vite on aura notre retour sur investissement. Néanmoins, ça suffit pas. Ça suffit pas parce qu'on a besoin d'avoir toute une population, 100% des personnes impactées, et c'est le deuxième objectif. C'est embarquer 100% des personnes impactées. S'il n'y a pas de vigilance, de point d'attention sur ce sujet-là, vous risquez d'avoir 10, 20, 30, 40% sur le bord de la route. Et le risque d'avoir de personnes qui n'adoptent pas la solution, c'est d'avoir une marche arrière. C'est que ces 10, 20, 30 ou 40 ans, finalement, montrent le chemin aux autres qui ont commencé. Finalement, il n'y a pas besoin de le faire. Et moi, j'ai vu certains, notamment de CRM. Le CRM est souvent un sujet qui secoue beaucoup d'habitudes parce que ça nécessite des changements vraiment importants au quotidien, et des CRM qui étaient en échec parce que justement, il y avait une proportion trop importante de gens qui ne l'utilisaient pas. Alors, il y a un troisième objectif et qui est essentiel également, c'est le niveau d'efficacité. Si on installe un CRM qui est utilisé à 10% de ses capacités ou à 20% de ses capacités, on n'aura pas le retour sur investissement attendu. Donc, on a vraiment 3 objectifs distincts à la conduite du changement: vitesse d'adoption, efficience et efficacité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en fait en conduite du changement? On va
chercher surtout, et ça c'est vraiment, vraiment important, on parle beaucoup de clients. Moi, je parle d'expérience collaborateur. L'expérience collaborateur est absolument fondamentale. Alors, je sais pas si... Ah oui, si, c'est bon. Ça et ça, pour moi, dans mon organisation, moi, je tiens à ce que dans la conduite du changement, on ait 3 points d'attention, que dans tout ce qu'on fait avec les 3 objectifs qu'on vient de mentionner, c'est qu'on ne cherche pas que l'action. Dans beaucoup d'organisations, on va chercher à agir, on va créer le sentiment d'urgence, hein, le fameux sentiment d'urgence de Kotter. De l'action, l'expérience, c'est-à-dire le ressenti et la pensée des gens est pas toujours positive, et ça, c'est un problème. Donc, moi, je pense qu'il est vraiment très important d'être vigilant et de faire attention et d'accompagner les personnes de manière à avoir une expérience collaborateur qui soit la plus positive possible, parce que c'est la qualité de cette expérience collaborateur qui va faire la qualité de l'engagement, et on ne cherche pas que de l'action, on cherche de la qualité d'engagement, puisque cette qualité d'action est proportionnelle à l'engagement. Donc 3 niveaux à couvrir: l'action, le ressenti et la pensée d'agent. Et pour vous donner un exemple, si on vous donne des instructions, on vous demande de changer sans vous expliquer pourquoi, sans mettre un petit peu de forme et sans vous écouter, vous allez peut-être agir, mais en termes de ressenti et de pensée, ce sera négatif. Donc ça, pour nous, ça c'est vraiment quelque chose de spécifique chez nous, cette attention à ces 3 niveaux pour avoir une expérience collaborateur positive. Alors, les grands sujets qu'on va adresser en conduite du changement, on va pas regarder le comment on fait, parce qu'il y a plein de choses, hein. Si en général, quand vous achetez une voiture, vous allez pas regarder les détails du moteur, vous allez regarder ce qu'elle vous apporte. Donc là, les grands sujets qu'on va adresser en conduite du changement, le 1er, c'est le sponsorship. Le sponsorship, c'est la première cause d'échec des projets. Première cause d'échec des projets. Le sponsorship, ce qu'on appelle le sponsorship, en fait, c'est l'exécutive ou les exécutifs qui vont porter la voix de ce projet. Normalement, c'est un ou plusieurs exécutifs qui vont décider d'un projet, et ils vont avoir un rôle de décision sur les projets, et puis ils vont avoir un rôle très, très, très important en conduite du changement, de porter la voix du projet, de dire à quel point c'est important et de le faire de manière régulière. Donc, la première chose qu'on va regarder quand on démarre un projet de changement, c'est qui est le sponsor et comment est-ce qu'il a l'habitude de mener les projets, de manière à pouvoir l'accompagner à jouer ce rôle actif pour la conduite du changement également. Il y a un autre sujet, et je pense que ça va vous parler pour ceux qui travaillent déjà depuis quelques années, c'est ce qu'on appelle l'histoire du changement. Alors, l'histoire du changement, en fait, c'est l'histoire qu'on va raconter aux collaborateurs pour donner du sens au projet de changement. Et je disais tout à l'heure, il y a souvent plusieurs projets qui sont les uns à côté des autres, et c'est très important d'avoir une histoire qui soit cohérente et qu'il y ait une résonance entre les histoires qu'on raconte. J'ai fait une formation dans une grosse organisation il y a pas très longtemps, il y a 3 semaines, à une équipe de chefs de projet, qui menaient des projets de SI, et en fait, ils sont en fonctionnement en silo, et donc il y avait pas d'histoire du changement commune par rapport à ces projets SI. Et j'ai fait un workshop, et ça nous a pris 2 heures pour les aligner sur, finalement, quelles sont les 3 grandes raisons pour lesquelles il y a besoin d'installer ces changements en SI. Parce que chacun a sa vision des choses, chacun a ses habitudes, chacun a sa connaissance de l'entreprise, et le problème, c'est que si, il y a pas de cohérence dans les histoires qu'on raconte pour les projets, ben les gens vont être centrés sur de l'action, ils vont pas comprendre, et s'ils comprennent pas, et ben, l'expérience collaborateur sera négative, et l'engagement, il sera relativement faible, voire très mauvais. Donc cette histoire du changement, pour nous, c'est un point d'intention qu'on va avoir dès le démarrage, et donc on va créer cette histoire du changement avec le ou les sponsors, et puis avec l'équipe projet, pour que les éléments verbaux qui vont être utilisés par écrit et par oral soient toujours les mêmes, et ça, c'est très, 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 très important. Il y a un autre sujet qui est essentiel, c'est l'embarquement des équipes.
Il y a une énorme différence entre expliquer pourquoi et donner envie de s'engager ou amener les personnes impactées, à s'engager dans le changement. Je vous donne, un exemple, très très classique, hein, qu'on peut retrouver. Sur un déménagement, bah, moi je comprends que l'entreprise ait besoin de déménager parce qu'aujourd'hui on est sur 3 sites différents, et on sera sur un seul site et effectivement ça a beaucoup de sens qu'on soit sur un seul site. Mais moi ce changement, il génère, 3/4 d'heure de déplacement en plus le matin et le soir. Donc je comprends, OK, mais mais ça me génère quand même une contrainte extrêmement objective. Voilà. Et donc pour embarquer, les équipes, il y a besoin, absolument besoin de prendre en compte les résistances qui peuvent apparaître et des résistances qui peuvent avoir des causes tout à fait objectives, comme je viens de le mentionner, hein. Les résistances, elles peuvent être objectives, elles peuvent être subjectives, la peur, notamment la peur de l'inconnu, la peur de dire: «Ah tiens, j'arrive pas à me projeter, je ne sais pas à quoi ça va ressembler». Et puis, il peut y avoir aussi des résistances symboliques. Une résistance symbolique, ça va être, par exemple, «Ah ben, dans ce déménagement, en fait, ma place de parking n'est plus à l'étage de la direction générale. Ça n'est pas acceptable pour moi». Ça, c'est particulièrement symbolique. Ou alors, «Mon bureau est orienté, plein ouest et là, je me retrouve avec un bureau au nord. Ah non, 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 ça, c'est pas possible». Voilà. Donc, on va, pour cet embarquement, utiliser notre histoire du changement et on va travailler, sur l'anticipation des résistances et organiser des ateliers pour qu'il y ait une qualité d'embarquement, une expérience collaborateur qui fasse que les gens comprennent et décident d'y aller, même si ça leur génère, une contrainte, qu'ils voient le sens collectif et le bénéfice que ça apporte à l'organisation. Un autre, point essentiel, c'est la dimension accompagnement. Une fois que, les équipes, ont compris et ont décidé, d'y aller, de démarrer ce changement, c'est comment on les accompagne, comment on leur permet de se projeter dans le changement à leur niveau et chacun a besoin de se dire: «Bah, tiens, ce changement, que ce soit un déménagement, que ce soit un CRM ou autre chose, bah, à mon niveau, comment est-ce qu'il va se passer? Qu'est-ce que je vais faire de spécifique, à mon niveau? Est-ce que j'ai de la latitude sur certains aspects? Comment je vais le mettre, concrètement en œuvre? Et pour ça, eh ben, il y a besoin d'être accompagné. Sur certains projets, il y a évidemment, besoin de formation, mais même s'il y a la formation, il y a des difficultés qui se présentent. Tout le monde n'a pas la même, agilité, selon les projets. Donc il y a absolument besoin de prévoir de l'accompagnement. Et puis, essentiel également, il ne peut pas y avoir, de mise en place d'un projet de changement sans du pilotage. Il est, essentiel de savoir à l'instant T comment se passe la mise en place effective de ce changement. Est-ce que tout le monde est embarqué? Est-ce que la manière dont ce changement est mis en place, est fait de manière correcte? Est-ce qu'on commence à installer des standards? Voilà, donc on va avoir besoin de piloter ces éléments, pour, mettre en place des actions correctrices, pour que, ben, soit aller chercher ceux qui ne sont pas encore embarqués, ou alors faire des ajustements sur la manière dont le projet, est mis en place et puis, évidemment célébrer, beaucoup les succès de manière à ce que, les populations impactées, voient et revoient les bénéfices, de ce projet de changement. Voilà principalement pour vous donner vraiment une vision d'ensemble, les grands sujets qu'on va aborder en conduite de changement: sponsorship, histoire du changement, embarquement, accompagnement et pilotage. Alors, un business case, SAP, donc un ERP, c'est un sujet qui est assez, récurrent en fait, hein, les ERP. Dès qu'on est sur une certaine taille d'organisation, voilà, à partir des ETI et grandes organisations ont tout un ERP, hein. Ça permet, vraiment de connecter les informations, d'avoir des données en temps réel, et donc dans le cas présent, on est avec un groupe énergétique de 2 700 personnes. Évidemment avec une implantation mondiale et il y a une forte croissance, donc il y a absolument besoin, de gagner en automatisation des processus et en standardisation
parce qu'il est essentiel, d'un bout à l'autre de l'organisation, d'avoir des données chiffrées, qui sont consolidées en temps réel. Donc, voilà, on avait 52 key users, plus de 745 activités sur les 38 modules et on est sur 14 pays et qui représentent 42 sites de production et administratifs. Alors, un des premiers éléments qu'on pratique quand on démarre un projet, c'est de vérifier le cadrage du projet, de vérifier que, parce que nous on fait une distinction entre le projet et la conduite du changement. Le projet est responsable du design de la solution. Donc là, dans le cas présent, c'est quel est l'ERP, quel est l'objectif de cet ERP, quel est le risque à ne pas faire, dans quel timing, quels sont les indicateurs, quels sont les bénéfices qu'on attend de cet ERP. Donc, sur cette première étape, on va, avec l'équipe projet, vérifier que tous ces éléments sont prévus et ça permet de vérifier qu'il n'y a pas de trou dans la raquette dans les projets. Toutes les équipes projets n'ont pas toujours les compétences dont on a besoin pour mener un projet et ça permet de challenger et de s'assurer que effectivement le projet a correctement démarré. Alors, ensuite, il y a toute la partie analyse d'impact. En fait, on va regarder quel est le changement, en fait. Donc, on va détailler le changement actuel, aujourd'hui, comment ça se passe, et puis demain, alors de manière macro, hein, puisqu'on va le faire de manière plus détaillée après. Donc, aujourd'hui, comment est-ce que les choses sont faites? Et demain, comment est-ce que les choses seront faites? Est-ce que ça représente un changement qui est faible, moyen, important? On va également regarder les différents aspects de l'entreprise, hein, et l'entreprise a un certain nombre de caractéristiques. Alors, il y a certains termes en anglais, je m'en excuse, mais je pense qu'ils sont à peu près compréhensibles. Donc, en matière de leadership, en matière de climat et de culture, l'engagement des exécutifs, executive involvement, la situation organisationnelle de l'entreprise, la maturité sur ce type de sujet et le scope, c'est-à-dire le périmètre. Est-ce que ça impacte l'ensemble des populations ou seulement une partie. Et donc, ça nous permet d'identifier un petit peu où sont les risques, là où on va avoir besoin d'avoir un accompagnement spécifique ou en tout cas une prise en compte spécifique. Et là, dans le cas présent, on a un scope, le RP va toucher 97% de la population avec un sujet prégnant sur l'executive involvement, l'engagement des exécutifs et le leadership. Donc, il va sans doute y avoir à faire un travail sur les managers et sur les exécutifs. Ensuite, ce qu'on va faire, on va évaluer chaque population impactée. Chaque population impactée va être évaluée de manière à ce qu'on puisse détailler ce qu'on a vu juste avant sur chacune des populations impactées. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir certaines populations très faiblement impactées, d'autres moyennement impactées et d'autres encore très fortement impactées. Il est essentiel de pouvoir dimensionner les actions, qu'on n'ait pas les mêmes actions pour toutes les populations. En fait, ce serait du temps perdu et surtout une perte d'efficacité parce que les populations très fortement impactées seraient insuffisamment accompagnées et puis celles qui sont faiblement impactées, ce seraient des actions tout à fait inutiles. Et ce qui est essentiel, c'est d'agir utile, agir utile. Voilà, donc là, je vous donne un exemple sur les achats. Donc sur le département achat, donc on va utiliser ces différents critères pour voir quel est le type d'impact sur la population achat. Et en conséquence, on va voir qu'il y a un risque relativement élevé sur plusieurs critères, sur 6 critères principalement, et donc une intensité de conduite du changement qui a besoin d'être relativement élevée pour pallier à ce risque élevé. Voilà pour vous donner aussi une vision d'ensemble de ce à quoi peut ressembler un plan de conduite du changement. Donc dans un plan de conduite du changement qui est le livrable en fait du change manager, on retrouve en haut le plan projet,
Et puis, on a 4 plans distincts pour un plan de conduite du changement. Alors, il n'est pas en lien avec le RP, hein. Ça, c'est un plan générique que j'utilise dans mes formations. Donc, il y a évidemment le leadership. Et dans le leadership, c'est les exécutives et puis c'est les managers. Il y a le plan de communication, il y a le plan de formation et puis il y a ce qu'on appelle les réactions. Et les réactions, c'est justement comment vont réagir les populations impactées par rapport, par rapport à ce projet de changement. L'analyse du WIT, c'est le suivi en fait de la manière dont s'installe le changement sur chacune des populations. Et vous voyez l'atelier Crainte Espoir, qui est un atelier qu'on utilise très fréquemment, moi-même systématiquement, sur tous les lancements de projets et qui permet justement d'avoir une expérience collaborateur qui soit la plus positive possible. Voilà, les résultats obtenus en tout cas sur ce projet, donc le plan de conduite du changement est pas en lien avec le RP, mais sur cette mission de RP, il y a eu en 12 mois 17% d'augmentation de la productivité. Il y a eu 18% d'augmentation de la satisfaction clientèle, puisqu'il y avait une réactivité qui était vraiment très, très fortement accrue, une qualité relationnelle qui était bien supérieure, et puis une absence de surcoût sur le projet et aucun retard. En général, l'essentiel des projets, surtout des projets de RP, ont des surcoûts et des retards. Et là, la conduite du changement a permis de ne pas en avoir. Voilà les questions à se poser pour démarrer la conduite du changement. Nous, on est des adeptes de la stratégie pas. On pense que démarrer trop fort, installer tout de suite un change management office, ça nous paraît un petit peu risqué. Et il vaut mieux, voilà, si vous voulez démarrer la conduite du changement, choisir un ou deux projets stratégiques, définir qui va s'occuper de la conduite du changement. Alors, nous, souvent, on a une approche mixte, c'est-à-dire qu'on va travailler, on va accompagner une organisation avec une personne en interne qui va avoir ce rôle de change manager. Ça va permettre de faire du transfert de savoir-faire et puis d'avoir un apprentissage dans l'organisation qui sera beaucoup plus rapide. Et puis, là, évidemment, la troisième étape, c'est de former les personnes qui sont impliquées en conduite du changement. Alors, il y a une question aussi, moi je vous invite à vous la poser, c'est les compétences projet. Moi, de ce que j'observe, il y a beaucoup d'équipes qui ne sont pas formées à la gestion de projet. Or, il y a quand même besoin d'un certain minimum de standardisation et de cadre pour gérer des projets. Alors, on a également une certification projet qu'on a créée justement parce qu'on avait beaucoup de demandes. Alors, il y a un certain nombre de personnes qui sont formées sur PNP, Prince2, mais c'est loin d'être la majorité. Donc ça, c'est un point de vigilance d'avoir des équipes qui sont formées à la fois en projet et puis en conduite du changement. Voilà, en conclusion, la conduite du changement, c'est absolument essentiel pour transformer les organisations plus vite et plus efficacement. On a énormément de retard en France, énormément de retard. Il y a une quinzaine d'années, Microsoft s'est dit maintenant on ne vend plus des licences, on vend de l'adoption de licences. Donc ils ont mis énormément de moyens sur la conduite du changement et la formation en conduite du changement est impérative chez Microsoft, quand on est sur des fonctions commerciales notamment. Et les partenaires de premier rang de Microsoft également sont obligatoirement formés à la conduite du changement. Donc voilà, espérons qu'en France, on arrive à rattraper notre retard. On en a bien besoin parce que là, finalement, le tuyau par lequel peut passer les projets est à peu près toujours le même. Donc, plus on arrive à conduire le changement rapidement, plus on va pouvoir en mener. Et pour démarrer, moi, je vous recommande la stratégie des petits pas. Je peux vous aider à choisir le ou les projets par lesquels commencer et vous accompagner sur ces premiers projets pour installer la conduite du changement. Prochaines étapes, si vous voulez avancer, donc
se professionnaliser en conduite du changement, on a une réunion d'information ce jeudi à 9h. Je vais envoyer le replay, vous aurez un lien pour vous inscrire. Donc jeudi 11 à 9h si vous voulez avoir des infos sur la certification en conduite du changement ou la certification projet. Les dates des prochaines certifications, c'est 18-19 septembre sur la partie change et puis projet, c'est le 3-4 octobre. Et puis, si vous voulez, au niveau de votre organisation, avoir un peu un état des lieux de là où vous en êtes sur la conduite du changement, on a un audit de maturité qui permet de savoir un petit peu où vous en êtes et qui permet de faire des recommandations sur comment installer le change chez vous. À ce moment-là, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. La prochaine conférence aura lieu le 30 août à 9h sur les 5 étapes pour réussir un projet de transformation. Voilà. D'ici là, excellent été. Il est 9h35, donc on a encore quelques minutes. Si vous avez des questions, c'était un peu moins interactif que d'habitude. Je vous ai posé qu'une question, d'habitude j'en pose un petit peu plus. Mais c'était assez dense, donc je n'étais pas sûr d'avoir le temps en fait. Voilà, je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, merci à tous. Excellente journée, bel été, profitez bien, reposez-vous bien. Et puis, rendez-vous vendredi 30 août ou alors jeudi 9h pour la réunion d'information. Bonne journée à tous.